il faut voir ce moment fondateur de la Révolution de 1789 comme ce qui constitue finalement aujourd'hui le rapport de l'État à la société, et ce rapport entre l'individu et la société qui ne ferait qu'un tout. Cette idée de représentation, de démocratie représentative, donc délégation du pouvoir, elle est totalement, de mon point de vue, contradictoire avec l'esprit des années post-révolution, post-1789, où finalement on se méfie beaucoup de l'État, un État centralisateur, et donc cette vision qui consiste à n'avoir aucun espace d'intermédiation va écarter pendant, comme ça a été rappelé, presque toute une partie du XIXe siècle, la présence des corps intermédiaires. À cela s'ajoute effectivement ce qu'on appelle souvent la vulgate tocquevillienne, qui consiste à dire mais d'autres penseurs avaient identifié le problème ou le malaise du modèle français. Si les corps intermédiaires sont un peu fondateurs, d'une certaine manière, de la stabilité politique et de la prospérité économique aux États-Unis, alors pourquoi en France cela ne s'est-il pas produit? Pourquoi la trajectoire n'a pas été la même? C'est l'idée des groupes d'intérêt. Est-ce que les corps intermédiaires sont des groupes d'intérêt? Autrement dit, les groupes d'intérêt sont partie prenante de la décision publique. Ce qui introduit une autre question qui est celle des conflits d'intérêts. Et on voit bien que dans le cas américain, et même canadien, voire australien, on a totalement codifié par la loi ce qu'était un conflit d'intérêts. Le deuxième point sur ce rapport individu-État, qui me semble important de souligner, en tout cas de mettre dans le débat, c'est la question de la dénonciation du jacobinisme. On est entre 1789 et, je veux dire, 1810. Est-ce que cette souveraineté du peuple est assurée uniquement par des représentants politiques qui agissent au nom d'un intérêt général supérieur qui est le bien commun, d'une certaine manière? On a eu l'occasion d'échanger sur cette notion de bien commun. Ou bien, est-ce que l'on peut imaginer une place pour des intérêts divergents dans une relation directe représentant-représenté? Et moi, je crois qu'aujourd'hui, en 2018, on n'a pas totalement résolu cette question. Résolu la question de quel est le meilleur modèle de représentation politique. Il n'y a pas de crise de la démocratie représentative en France. Ça veut dire qu'il y aurait une crise de régime si on acceptait cette proposition. En revanche, qu'il y ait une crise des pratiques de cette démocratie représentative en France, ça me semble être plus réaliste et certainement plus plausible comme explication. Donc cette question des pratiques, pour moi, c'est celle-ci qui doit être davantage discutée, plutôt que vraiment une crise de démocratie représentative. Alors, la représentativité démocratique, on ouvre le dossier du rôle des corps intermédiaires, de la place des corps intermédiaires dans un modèle à la fois politique, social et économique. Il y a 5 principes qui me semblent importants pour discuter le rôle des corps intermédiaires et le système de démocratie représentative et vérifier si les questions habituelles de est-ce que ces corps sont légitimes, mais ils sont légitimes, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'ils sont légitimes politiquement? Est-ce qu'ils sont légitimes socialement? Est-ce qu'ils sont légitimes économiquement? Donc, pour moi, il faut véritablement les mettre en adéquation avec les 5 principes de ce que j'appellerais une démocratie représentative. Premier principe, c'est la question des élections. Et pour moi, c'est important, puisque on a quand même dans d'autres systèmes de représentation, on se pose des questions. Est-ce que les élections sont le meilleur moyen d'avoir une représentation démocratique? Certains proposent le tirage au sort. D'autres proposent d'échantillonner aléatoirement des jurés et vont choisir des représentants parmi un vivier de candidats qui ont indiqué qu'ils voulaient assumer cette responsabilité. En faisant cela, on remet quand même en cause un élément fondateur, et c'est mon deuxième principe, c'est la question de la responsabilité politique. Ni les vœux de leur mandant, ni les programmes qui leur ont été proposés
ne les contraignent de manière très stricte. Une fois au pouvoir, on est libre d'ajuster. D'accord ? Cette plasticité dans la responsabilité politique entretient aujourd'hui le malaise démocratique. Moi, je pense que le cœur du problème, c'est cette question de responsabilité politique. Le troisième principe, c'est celui que j'appellerais le principe de démocratie d'opinion. Ce fléau du rôle des opinions majoritaires dans la prise de décision publique. Au fond, je pourrais le dire de façon plus brutale, est-ce qu'il faut gouverner avec ou sans les sondages, ou par les sondages? Mais comment s'éloigner, comment s'écarter d'une domination de l'opinion publique dans la prise de décision? Eh bien, il y a probablement des espaces de discussion, de négociation, de représentation, autres que entre le peuple et ses représentants. Le quatrième et avant-dernier principe, c'est le principe, je dirais, le principe de l'épreuve de la discussion. C'est une méthode pour mettre à l'épreuve, examiner, tester les décisions publiques. Mais en aucune manière, ça doit être constitutif, je dirais, d'un gouvernement représentatif. Il s'agit de penser, est-ce que c'est le remède à cet éloignement des citoyens du politique, du bien commun, de l'intérêt général. Vont participer, et d'ailleurs on l'a on a des exemples très concrets, le taux de participation dans les référendums d'initiative locale, c'est entre 15 et 20%. Cette question de la discussion, de la délibération, me semble être un peu orthogonale par rapport à la nature de la crise des pratiques de la démocratie représentative. Le dernier principe, qui est important, et qui est d'une certaine manière, c'est pas une formule pour la formule, mais c'est la question de la représentativité de la représentation. Cette question de la représentativité, on l'aborde souvent en termes de représentativité sociodémographique. Lorsque une élection va avoir lieu, quel est le pourcentage d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes, d'ouvriers, de cadres, rural, urbain, etc. Et donc la représentativité, me semble-t-il, est tout aussi importante pour ce qu'elle fait à l'intérieur de l'Assemblée, sans ces différences d'idées entre les représentants, ce qu'on appellerait le pluralisme idéologique. Sans ces différences d'idées, les instances de représentation, les assemblées, l'Assemblée, en fait, reflèteraient simplement les vues personnelles des législateurs sans être corrélées avec la société civile. Cette idée du compromis comme principe fondateur de toute négociation entre citoyens, politiques, représentants intermédiaires, le principe du donnant-donnant, du compromis, c'est le creuset de la démocratie sociale. Le dialogue social, c'est le compromis sans donnant-donnant. Quelle est la raison de ce malaise vis-à-vis du dialogue social, ou en tout cas du rôle des organisations syndicales ou patronales dans la négociation face au travail? Sur la diapositive suivante, le principal reproche adressé aux syndicats, ils sont trop politisés. Deuxièmement, les syndicats sont trop éloignés des réalités économiques et les gens aujourd'hui n'ont plus l'envie de s'engager collectivement. Si les syndicats sont trop politisés, de mon point de vue, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'en tant que corps intermédiaire, leur feuille de route, leur légitimité politique est atrophiée par leur participation, au fond, leur participation à la co-construction de la décision publique. Si cela était vrai, je pense qu'on ne discuterait même pas de ces questions, on ne discuterait même pas de la confiance vis-à-vis des syndicats en France. On serait dans un modèle beaucoup plus proche de ce qui se fait en Allemagne, où le niveau de confiance vis-à-vis des syndicats atteint des niveaux très élevés. Alors très élevés, on est autour de 60%. Ce sont des syndicats
je mets trait d'union, groupe d'intérêts représentant les intérêts d'une profession. La question, c'est l'implication des responsables politiques nationaux. C'est aussi un élément important dans la structuration des syndicats en France par rapport à d'autres pays. Il n'y a pas de décentralisation du fonctionnement syndical. Eh bien, presque cette mise en abîme des leaders nationaux rejaillit négativement sur la représentation qu'on peut se faire comme corps intermédiaire capable d'intervenir entre le citoyen et le décideur public et donc son représentant.